Salut, comment ça va bien? Bienvenue sur Anakaland. Comme promis, je reviens après cette longue absence de 2 semaines pour la première partie de la nouvelle saison de The Witcher. Ces 2 dernières semaines ont été très mouvementées, entre les conventions à travers la France et autres péripéties, je me suis senti un peu coupable de ne pas pouvoir sortir de vidéo. Mais c'était la première fois depuis la création de la chaîne que je ne faisais pas au moins une vidéo par semaine, et mine de rien ça m'a fait du bien de me changer les idées pour repartir de plus belle et vous proposer toujours plus de contenu. La saison 3 partie 1 de The Witcher est donc de retour sur Netflix depuis quelques jours et j'avais vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Mes souvenirs des livres sont très loin comparés à ceux des jeux, donc ici je vais vraiment me concentrer sur la série et l'intérêt cinématographique de cette saison et sa narration. Pas de comparaison avec les livres, seulement une analyse de l'histoire qui nous est présentée par Netflix. Je vais commencer comme d'hab par une petite partie sans spoil, puis ensuite je pourrai me laisser aller vu que je suis sûr que vous avez déjà tous vu ces 5 épisodes. Et sinon il sera temps pour vous de quitter la vidéo, mais pas d'inquiétude, je vous préviendrai. Avant de commencer, quelques mots sur le nouveau cadeau à remporter sur la chaîne, une nouvelle gravure sur bois offerte par le partenaire Sinarca à l'un des abonnés de la chaîne. Pour tenter de gagner, rien de plus simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez un petit commentaire avec votre avis sur cette nouvelle saison de The Witcher, qui marquera le départ d'Henry Cavill dans la peau de notre sorceleur préféré. Déjà, petit retour rapide sur les saisons précédentes, j'avais vraiment adoré la saison 1 avec son rythme très intéressant dans la présentation de ses personnages, ainsi que le ton avec lequel l'histoire nous était racontée. Même les effets spéciaux avaient tendance à créer une véritable cohérence dans cet univers nouvellement adapté en série. En bref, la première saison promettait une série d'une grande qualité avec des personnages attachants et une mythologie que l'on avait vraiment envie de découvrir ou redécouvrir. Puis, dans la saison 2, de nombreux autres personnages et arcs narratifs se sont mis en place et le récit a, je trouve, perdu en efficacité. Entre les elfes qui sont relégués à un peuple faible et sans fierté qui se font manipuler à tout va, ou Yennefer qui devient une victime sans pouvoir. La série perdait déjà une bonne part de son charme avec la seconde saison. En plus de ça, on a clairement vu une baisse de qualité tant dans les effets spéciaux que la qualité des personnages. Il est donc assez évident avec le début de cette saison 3 que les propos d'Henry Cavill lors du To Doom de juin se révèlent plutôt vrais. Le niveau d'écriture a encore grandement chuté. Cette nouvelle saison raccroche un peu les wagons à ce qui a été fait dans la mini-série Blood Origin sortie à Noël. On est tout de même sur une saison de bien meilleure qualité, mais on sent que la franchise est sur le déclin, tant sur la technique que sur l'écriture et l'implication des acteurs. Cette troisième saison balance du lourd dès le début. Les premières minutes nous montrent une séquence de combat qui se veut badass, mais dont je ne peux pas me défaire de cette impression de bas de gamme. On retrouve Geralt et Ciri traqués par la totalité du monde, Rience à l'aide de ses monstres, Nilfgaard et maintenant même les elfes en quête de vengeance et d'espoir. Cette séquence, et une autre qui viendra un peu plus tard, une des rares scènes d'action de la saison que l'on a pu apercevoir lors du To Doom il y a quelques semaines, se veulent épiques et sanglantes avec une multitude de ralentis pour renforcer les coups de Geralt ou Ciri. Mais ces pseudo-plans séquences ont toutefois des perspectives un peu approximatives, et heureusement qu'il y a toutes ces giclées de sang numériques pour cacher un peu tout ça. Concernant les personnages, on a donc une véritable baisse dans la qualité de leur récit. Jaskier par exemple, qui est un de mes personnages préférés, n'y fait presque que de la figuration, ou en tout cas il n'est plus que l'ombre de lui-même. Même le personnage de Yennefer devient un peu plus plat, fade, à l'instar de ses camarades magiciens qui sont tous devenus des personnages fonction et mono-émotionnels. Mais le pire changement est certainement Geralt, qui est presque devenu un personnage secondaire de sa propre histoire. Il a certes des moments forts où il se la joue super-héros et a même son petit arc narratif quand il part en exploration. Mais rien de bien palpitant ici, et en plus sa trouvaille est vraiment dérangeante. Entre effets spéciaux bof et un monstre très malaisant, tout ça seulement pour illustrer la monstruosité de son ennemi dans l'ombre. Rien de bien subtil donc dans cette nouvelle saison, et même pas de réel développement du lore créé par Sapkowski. De plus, pour ce qui est des costumes et attitudes des personnages, Netflix a pris le parti de partir un peu dans tous les sens. Je reviendrai plus tard sur le bal de l'épisode 5, mais les tenues sont souvent bizarres, voire inappropriées à l'univers. Et il en va de même pour Ciri, cachée sous une tonne de maquillage sur son visage creusé, qui ne camoufle plus du tout le fait qu'elle vieillit vraiment plus vite que son personnage. Et si on y ajoute son attitude, ses postures d'ado blasé avec les mains dans les poches une scène sur deux, j'ai vraiment eu du mal à me replonger dans l'ambiance posée au début de la série. Et pour revenir sur le côté super-héroïque de Geralt, une des choses qui me plaisait vraiment dans cet univers, y compris dans les jeux ou autres, c'est que le sorceleur a beau être un grand guerrier, il n'en est pas pour autant invincible. Il se fait souvent latter par certains monstres. Le meilleur exemple est la Strige rencontrée en Témérie dans la première saison. Le combat n'avait pas grand chose d'épique, mais les enjeux venaient surtout de la délicatesse de sa mission. Mais depuis la saison 2, il élimine tous ses ennemis, qu'ils soient humains, mages ou monstres, en quelques mouvements habiles à l'épée. Geralt roule sur les monstres et même Ciri est déjà devenue une sorceleuse professionnelle après seulement un hiver à s'entraîner à Kermoren. On la voit tuer un monstre dans un geste grandiose dans l'épisode 4, et ça c'est cool à voir, mais pas très cohérent avec le développement de la jeune Ciri. Donc une première partie de saison plutôt décevante, même si certains passages de ces 5 épisodes ont su raviver la flamme quelques instants. Mais je n'ai vraiment pas su retrouver l'engouement que la première saison avait su faire naître chez le fan de fantasy que je suis.
car un bon univers est toujours le fruit d'une synthèse entre un monde riche dont on veut toujours en découvrir plus et des personnages qui portent une intrigue palpitante. Mais là, il n'en est rien. C'est à se demander s'il ne devrait pas arrêter les frais plutôt que d'embaucher un Yes Man qui n'est déjà pas un très grand acteur pour remplacer Cavill sous les traits de Geralt. Et pour finir avec la partie sans spoil, je reviens sur un autre acteur très moyen, Robbie Amell qui incarne un nouvel elfe, Galatine, chef de la bande des écureuils, sorte de guerrieros elfique. Galatine, le beau gosse aux cheveux pleins de gel et fait mouiller qui ne sert à rien. Il fait vite fait avancer l'arc narratif de Cahir, mais c'est tout. Au bout d'un moment, être un beau gosse ne suffit plus, il faut savoir jouer des émotions et porter un véritable scénario, quand il y a un scénario. Ce qui rejoint encore une fois cette notion d'écriture un peu brouillonne des personnages. Dans la saison 3, les auteurs ont encore décidé de tenter une sorte de récit choral, avec nombre de personnages éparpillés aux quatre coins du monde, mais sans réussir à en faire quelque chose de vraiment intéressant. Peut-être est-ce là l'influence de la référence en matière de fantasy, Game of Thrones. Mais tout le monde n'est pas capable de créer une série suivant autant de personnages et de les rendre intéressants et utiles au récit. Je pense que j'aurais vraiment préféré rester centré sur nos 4 personnages de cœur, Geralt, Ciri, Yen et bien sûr Jaskier, et découvrir ensuite les enjeux extérieurs de manière moins grossière et plus progressive. Bref, je passe à la partie spoil avant d'en dire trop. Donc, comme je le disais, dans cette saison, encore beaucoup de personnages développés à moitié ou de manière très superficielle, juste pour faire avancer le schmilblick. Là où on aurait pu continuer à voir Ciri s'entraîner à la magie ou au combat, on passe un temps trop important à voir ce qu'il se passe à droite et à gauche avec des personnages devenus trop lisses. Les rares moments que j'ai bien aimés, et qui avaient une véritable utilité dans l'histoire, ce sont les passages sur Dijkstra et Philippa avec leurs intrigues de palais, qui certes n'avancent pas bien vite, mais qui ont le mérite de créer un peu d'enjeu dans la géopolitique du monde. Je ne parlerai pas ici du passage BDSM car aucun intérêt, tant pour l'histoire que la psyché des personnages. Allez comprendre ce que ça fout là. Le bémol toutefois c'est que tout du long de la saison précédente, le lien entre Dijkstra et Philippa était empli de mystères. Mais ici c'est devenu très terre à terre à coup de manipulation grossière du roi Simplet Vizémir et de sa cour. Ensuite, chose des plus étranges dans le premier épisode, c'est le tournant pris par la relation entre Geralt et Yennefer. Ils voyagent tous deux aux côtés de Ciri afin qu'elle commence réellement son entraînement à la magie, mais ils se font la gueule. Je n'imaginais pas Geralt en mec qui boude dans son coin, mais ils l'ont fait. Dans ces passages, les auteurs ont même mis en place une sorte de relation épistolaire entre les deux amants, pour faire comme s'ils n'étaient pas dans la maison d'à côté, et surtout pour faire avancer le récit sans trop de difficultés. Pourquoi s'embêter à écrire des scènes dans lesquelles les personnages interagissent pour faire avancer leur rancœur et leur réconciliation, alors qu'ils peuvent simplement se raconter leur journée dans des lettres? Bref, un début de saison en demi-teinte pour ma part. Envie de voir où cela nous mène, mais sans réellement être emballé par ce que l'on voit. On a de longs passages de banalité entre Yen et Geralt, pour ensuite repasser à la vitesse supérieure à la toute fin de cette première partie de saison. Je reviens aussi très rapidement sur le personnage de Fringilla, qui était vraiment froide et charismatique au début, avec tous les mystères qui entouraient la magie nilfgaardienne. Mais là on la retrouve en clodo alcoolo qui ne sert plus à rien, et elle se contredit elle-même le peu de fois qu'on la voit. Elle dit par exemple quand elle est enfermée que si elle sort, elle sera plus rusée. Mais juste après s'être enfuie, on la retrouve dans une taverne à user de magie ouvertement. Où est la ruse ici alors qu'elle est une fugitive? Mais bon, peut-être va-t-elle revenir toute puissante sur le devant de la scène dans la suite, mais là, elle ne fait que faire perdre du temps et du rythme à la série. Et cette fameuse magie nilfgaardienne, qui était pour le moins intrigante en saison 1, rappelez-vous Soden, depuis, ce concept a presque totalement disparu, si ce n'est pour les portails de Rience et sa clique. Et même Emhyr, la fameuse flamme blanche, sa révélation en tant que père de Ciri n'a finalement rien apporté depuis la fin de la saison 2. Un twist qui aurait pu relancer beaucoup d'enjeux et en créer des nouveaux, mais non. Il n'est là que pour brûler les tableaux de lui et sa famille à Cintra, pour bien couper les liens avec son passé. Aujourd'hui, il n'est plus que la flamme blanche, mais pour le moment, rien de plus. Geralt s'efface également un peu trop dans cette saison au profit des aventures de Ciri et Yen en route pour Aretuza. On survole rapidement les dons de vision de Ciri sans trop les développer, avec un passage des plus intéressants dans l'épisode 3 quand Ciri se retrouve seule sur le marché pour assister au spectacle du faux basilic. Là, on sent bien la tentative d'apporter de la profondeur au personnage de Ciri en exploitant son entraînement de sorceleuse et son grand cœur, même envers un monstre. Là encore, on pourrait dire que le monstre n'est pas des plus convaincants, mais tout comme ce que j'avais pu dire sur Blood Origin, c'est un parti pris graphique, stylistique pour la série de Netflix. Des effets spéciaux pas dingues, mais c'est comme ça. On prend ou on sort de la série. Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où sort le surnom de petit laidron que Yen donne à Ciri? Ça aussi, ça tombe du ciel sans raison. Déjà que c'est pas vraiment vrai, Ciri est loin d'être un laidron, et puis ok, Yen tente de se la jouer à la Tissaia qu'il appelait autrefois petit porcelet, mais d'où ça sort? Elle n'a pas besoin de ça pour motiver Ciri. J'ai donc trouvé ça un peu bidon et inapropos dans la relation entre la sorcière et sa fille de cœur. Enfin, à la fin de leur périple entre filles, Ciri s'enfuit et recroise la chasse sauvage. Leur design est vraiment pas mal, très fantomatique et annonciateur de malheur, une belle séquence. Même si elle partait mal avec le début de la chevauchée sur fond vert de Ciri. Pendant ce temps, j'en ai déjà parlé, Geralt fait la rencontre du pire monstre jamais vu depuis longtemps. Après le scolopendre qui m'a fait penser à un Pokémon, on a l'amalgame de corps difformes et les têtes qui sortent des murs. Dégueu.
J'aurais pu pardonner la qualité visuelle bancale si ce n'était pas aussi dérangeant. Et ensuite, Geralt fait la rencontre de la fausse Ciri. Ça aussi, ça me semble sortir de nulle part, ça ne m'évoque rien venant des livres, et puis ça ne sert pas à grand chose. Donc, hormis nous confirmer que les livres ne serviront plus que de lointaine inspiration, je n'ai pas bien compris l'utilité de tout ce passage. Au final, j'aurais préféré ne voir que les pérégrinations du sorceleur et son ami Bard. Des retrouvailles teintées de l'humour incisif de Jasquier plutôt qu'un florilège d'éléments de remplissage pour faire avancer le scénario. Enfin, je crois qu'il y avait un scénario. Dans l'épisode 3, on a notamment un passage qui tente de donner un peu plus de profondeur et d'humanité à Monsieur de Rive. Mais le fait qu'il verse des larmes en apprenant la mort de sa mère m'a semblé un peu curieux. Là encore, ça ne colle pas trop à l'image de mutant que l'on pouvait avoir de Geralt. Ce qui, là encore, me fait dire qu'il avait raison en disant que c'était très facile pour les scénaristes de mal écrire des personnages pourtant si intéressants et profonds. Ensuite, dans l'épisode 4, après la traversée épique de Ciri, la nouvelle relation homosexuelle de Jasquier avec le prince Radovid est confirmée. Elle nous était teasée depuis le début, dès leur première rencontre, et alors que le Bard est confiné avec Ciri non loin d'Arethusa, Radovid se pointe pour faire des galipettes avec lui. J'imagine que beaucoup vont avoir à redire là-dessus, Jasquier n'étant pas gay mais simplement un artiste exubérant qui a finalement une relation avec un homme. Mais pour moi ça colle plutôt bien avec son image de chaud lapin dans un monde où l'homosexualité existe. Car comme le dit son ami, il se tape tout ce qui bouge, donc pourquoi pas des hommes. Il ne se prive tout simplement d'aucun plaisir de la chair. Il profite de sa jeunesse qui semble elle aussi être éternelle. Et pendant ce temps, lors de la même nuit, alors que Ciri dort dans sa cabane et que Jasquier passe un bon moment, on retrouve Yen et Geralt pour le bal des mages à Arethusa. Le 5e épisode est entièrement consacré à cette soirée des plus longues. Arethusa, centre névralgique de la confrérie des magiciens, qui est surtout un véritable nid de vipères dans lequel la seule constante est la trahison et l'égoïsme. Preuve en est la chanson des bardes qui dit très subtilement que tout n'est que faux semblant en ces lieux. De plus, tout au long des 4 précédents épisodes, j'ai eu un peu de mal avec le nouveau look des sorciers, comme notamment Tissaia, encore plus sombre et rigide que d'habitude. En temps normal, sa froideur est une image qu'elle renvoie, pour dissimuler son affection envers Yennefer par exemple. Mais là, elle est très sombre, avec un pot de peinture fraîche sur le visage elle aussi, tout comme Triss Merigold qui était bien plus belle au naturel dans les saisons précédentes. Je pense qu'ils ont voulu accentuer le fait que la confrérie est en crise et que la situation est grave. Mais bon, c'est pas ouf. Et enfin, nos deux amants assistent au bal regroupant tous les sorciers de la confrérie, et on les voit aller de conversation en conversation avec les nombreux acteurs de la soirée. Ils sont à la recherche du sorcier qui manigance avec Nilfgaard contre les intérêts de Ciri. J'ai trouvé cet épisode vraiment long, avec cette tentative de créer une histoire à plusieurs lectures selon les personnages que l'on suit. Mais on y suit à chaque fois Geralt ou Yennefer, à aucun moment on ne s'éloigne d'eux pour regarder par-dessus l'épaule de l'un ou l'autre des conspirateurs. Et en plus ce sont eux qui se racontent la soirée dans une forme de débriefing de fin de mission. Donc une bonne idée, mais une exécution ratée. Il y a bien un moment qui soulève une interrogation avec ce découpage, c'est quand on ignore encore qu'ils sont complices et que Geralt se chamaille avec Istred, et que Istred met Geralt par terre. Sur le moment on se dit « What ?» Mais jamais, il dégomme des monstres comme un rien, mais là un petit rat de bibliothèque le met au sol. Puis très vite on découvre la vérité. Donc malheureusement, je le redis, c'était une bonne idée, mais le découpage a plutôt tendance à faire office de remplissage, et tente faussement de créer du suspense qui malheureusement ne marche pas vraiment. C'est dommage car c'est dans cet épisode que tout ce qu'on a vu de la saison se cristallise. Philippa et Dijkstra avancent leur pion pensant que Radovid va réussir à atteindre Ciri, alors qu'il n'atteint que l'instrument de Jasquier, ou les manigances d'Istred et Triss qui aboutissent à la découverte du livre des monolithes, celui-là même que l'on avait découvert dans Blood Origin et qui avait permis aux mages elfes de provoquer la conjonction. Et enfin, Geralt et Yen réussissent à discréditer leur vieil ennemi, Stregobor. Ce mage n'a pas vraiment d'importance dans le fond, si ce n'est servir de vieux réac, raciste et sexiste. Mais là, il sert finalement de bouc émissaire au véritable traître, qui n'est autre que Monsieur Tissaia. C'est donc bien Vilgefortz qui tirait les ficelles dans l'ombre depuis le début au travers de ses divers agents, dont Rience. Rien de bien surprenant ici, on sentait bien depuis la saison 2 qu'il ne nous révélait pas tout et que son lien avec la doyenne de la confrérie n'était pas que désintéressé. Et puis la saison se clôt alors qu'ils ont enfin démasqué ce dernier mais que Geralt est interrompu par Dijkstra dans un cliffhanger qui n'annonce rien de bien palpitant. On nous laisse sur notre faim et quand l'épisode s'est fini comme ça, j'étais un peu étonné. C'était déjà fini, tout un épisode seulement pour ça. En conclusion, une nouvelle saison qui tente beaucoup de choses, mais qui n'arrive pas à se décider entre moments épiques et badass et de longs moments d'ennui. Ça me frustre car j'aime beaucoup cette série et tout son univers, mais plus le temps passe, plus ça devient difficile de la défendre, que l'on soit lecteur ou pas. J'attends donc avec impatience, comme beaucoup d'entre vous j'en suis certain, la fin de cette saison qui arrive à la fin du mois. Mais la hype n'est pas vraiment là. J'ai un peu peur de subir ces 3 prochains épisodes plutôt que d'être vraiment captivé. Et en plus ce seront les adieux d'Henry Cavill, donc la tristesse sera aussi au rendez-vous. Et je suis également très curieux de savoir comment la transition entre les deux acteurs sera faite, car apparemment la production serait plutôt fière de leur pirouette en ce sens. Mais moi je crains surtout le petit tour de magie vite fait pour justifier ça, ou pire, pas de justification du tout. Mais ne perdons pas espoir, on pourrait être surpris par les événements bien plus palpitants à venir. Rien n'est perdu, si ça se trouve Cavill nous offrira un beau final.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à me donner votre avis sur la saison en commentaire, et pensez à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse, encore merci, et à très vite sur Anakaland. Bye.